Bonsoir à tous, bienvenue donc dans ce nouveau webinaire de la CFDT Cadre, consacré aux maladies invalidantes. Donc c'est le premier webinaire organisé sur ce thème, il y en aura d'autres. Et nous avons voulu consacrer donc ce premier webinaire à l'endométriose. Et pour cela, nous avons invité Yasmine Kando, qui est présidente de l'association EndoFrance, et qui va donc nous présenter EndoFrance, l'endométriose, et nous aurons ensuite la possibilité donc d'échanger. Ce webinaire sera disponible en ligne sur notre chaîne YouTube comme l'ensemble des webinaires passés, et sera aussi disponible sur notre chaîne Webikeo. Donc, n'hésitez pas à communiquer le lien à l'issue de ce webinaire pour ceux qui n'auraient éventuellement pas suivi. Yasmine Kando, je vous laisse la parole. Je veux vous remercier énormément car je sais que vous êtes bénévole, président et bénévole de l'association. Donc, ça demande énormément de temps. C'est du temps que vous prenez pour venir nous expliquer cette maladie. Cette maladie, je le disais, invalidante et importante aussi, invalidante dans la vie de tous les jours, évidemment invalidante aussi dans le monde du travail. C'est la raison pour laquelle la CFDT Cadre voulait aujourd'hui aborder ce sujet. Yasmine, je vous laisse la parole. Merci Jérôme, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, je suis très honorée d'être la première participante à ce webinaire sur les maladies invalidantes qui constituent des handicaps invisibles. C'est le cas de l'endométriose bien évidemment, et je vais essayer de vous en parler et de répondre à vos questions par la suite. Voilà. Alors, tout d'abord, peut-être deux petits mots d'EndoFrance. Nos missions principales, soutenir, informer, agir. C'est ce que l'on retrouve dans notre slogan, en fait. Bien évidemment, nous allons soutenir les personnes atteintes d'endométriose et leur entourage. Et pour ce faire, nos bénévoles, partout en France, organisent des événements de soutien, des groupes de parole, des événements d'information avec des professionnels de santé. En 2020, malgré le confinement, nous avons pu organiser près de 350 événements nationaux et nous avons répondu à plus de 50 000 mails. Donc, c'est dire qu'il y a effectivement un besoin d'information sur cette pathologie qu'est l'endométriose. Informer le grand public, donc je le disais, ce sont les actions principales menées par les bénévoles. Et notre action, c'est aussi d'agir auprès des pouvoirs publics et des médecins pour pouvoir améliorer le parcours de soins des personnes atteintes d'endométriose, parce que c'est un vrai parcours du combattant, et puis de pouvoir faire en sorte de réduire ce délai de diagnostic. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et je vais vous présenter l'association EndoFrance en images avec un petit clip qui vous dit tout. Parce que de nombreuses femmes souffrent en silence, parce que le diagnostic est complexe, tardif et difficile à comprendre, parce qu'il faut se battre pour une meilleure prise en charge et pour être entendu, parce que c'est aussi une maladie de couple. EndoFrance a été créée en 2001 pour soutenir les femmes et leur entourage. Rencontres amicales, groupes de parole et ateliers sont autant de lieux d'échange sur le comment vivre avec la maladie. Grâce à notre comité scientifique composé d'experts reconnus pour leurs compétences, nous délivrons une information validée scientifiquement. Pour informer le public sur cette maladie gynécologique chronique touchant 1 à 2 femmes sur 10, nous organisons semaine après semaine, dans toute la France, des conférences et des tables rondes. Pour compléter notre mission d'information, nous avons publié les idées reçues sur l'endométriose avec le soutien de spécialistes et avons coproduit le film « Toi, mon endo ». Ayant à cœur de faciliter un diagnostic précoce pour les adolescentes, nous menons des actions de sensibilisation dans les collèges et lycées et intervenons dans la formation des infirmières scolaires. Agissant depuis notre création auprès des pouvoirs publics pour la reconnaissance de la maladie, nous avons également rédigé un chapitre des recommandations pour la pratique clinique de l'endométriose, publié par la Haute Autorité de Santé et le Collège national des gynécologues et obstétriciens de France. Nous travaillons avec les autorités publiques à la mise en place des filières de soins dédiées à l'endométriose et intervenons dans diverses commissions ministérielles.
première association de lutte contre l'endométriose à être agréée par le ministère de la Santé en 2018, nous œuvrons sur le terrain en étant un pont entre institutions médicales et patients. Depuis 2016, nous avons versé plus de 150 000 € à différentes équipes de recherche dédiées à l'endométriose. Parce qu'association rime avant tout avec engagement et surtout don de soi, EndoFrance a la chance d'avoir une marraine et un parrain très investis. Laetitia Milo œuvre à nos côtés depuis des années afin de sortir la maladie de l'ombre. Elle a créé en 2016 le tout premier spot de sensibilisation diffusé sur plusieurs chaînes TV, dont TF1. Thomas Ramos, rugbyman, témoigne en avril 2019 et lève le voile sur le difficile rôle du conjoint vivant au quotidien les difficultés que peut avoir la femme atteinte d'endométriose. Mais pour que les 3 mots d'EndoFrance, soutenir, informer, agir, puissent autant résonner sur le territoire national comme international, il faut également la force, le regard et l'investissement de plus de 110 bénévoles, de plus de 2300 adhérents et de plus de 60 000 followers. Un travail colossal où rigueur rime avec partage, où empathie rime avec action, où solidarité rime avec espoir. Faudrait votre micro, Yasmine. Ah, je n'avais pas remis mon micro. Vous m'entendez maintenant? Je pense Parfait. que oui. Parfait, oui, oui. Donc, je disais, pour compléter les chiffres qui ont été énoncés dans ce petit clip, nous avons versé plus de 200 000 € à différentes équipes médicales qui travaillent sur la recherche endométriose. Tout ça grâce aux dons des particuliers dans la plus grande des majorités. Nous avons 2600 adhérents à jour de cotisation et nous sommes un peu plus de 120 bénévoles répartis sur toute la France. Et vous êtes environ 90 000 à nous suivre sur les réseaux sociaux. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce qui nous amène ici aujourd'hui, l'endométriose. Si ça veut bien s'afficher. Voilà. Alors, l'endométriose, effectivement, a une prévalence très importante. C'est 10% des femmes qui sont diagnostiquées. Pour être inclusive, j'ai plutôt parlé de personnes atteintes d'endométriose. Et donc, 10%, c'est vraiment énorme. Il faut 7 ans en moyenne pour que le diagnostic soit posé. C'est-à-dire qu'il se passe 7 ans entre le tout premier symptôme et la prise en charge efficace. Ce qui est énorme parce que pendant 7 ans, la maladie peut faire énormément de dégâts et impacter fortement la qualité de vie. Le principal symptôme dans 70% des cas, c'est la douleur. Donc c'est une maladie qui fait du bruit, qui ne passe pas inaperçue, mais encore faut-il pouvoir entendre cette douleur et savoir à quoi elle appelle, qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Et enfin, il y a sur 10% de femmes atteintes d'endométriose, il y en a 3 à 4 qui n'ont pas d'enfants. L'endométriose impacte la fertilité dans 30 à 40% des cas. 0 traitement curatif à ce jour. Tout ce qu'on sait faire aujourd'hui avec l'endométriose, c'est essayer de stabiliser les symptômes, stabiliser la maladie pour que la qualité de vie des personnes qui en sont atteintes soit la meilleure possible. Alors, qu'est-ce que l'endométriose? L'endométriose, en fait, ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre qui est la muqueuse qui tapisse l'utérus. Vous avez ici un utérus avec les trompes et les ovaires de chaque côté. Et ce qui est représenté en rose plus foncé, avec les flèches là, c'est l'endomètre, donc la muqueuse qui tapisse l'utérus et qui, chaque mois, va, au cours du cycle, s'épaissir dans le but d'accueillir un embryon. S'il n'y a pas fécondation, bien évidemment, cette muqueuse se détache et va s'écouler avec les règles. C'est ce qu'on appelle les règles. Alors, on parle d'endométriose quand on va retrouver
des fragments de cette muqueuse, des cellules semblables à la muqueuse qui tapisse l'utérus ailleurs dans l'organisme. Il y a plusieurs sortes d'endométriose. En règle générale, elle va se positionner, ces petites cellules semblables à l'endomètre vont se positionner soit dans les trompes, soit sur les ovaires, soit sur le péritoine. Le péritoine, c'est la membrane qui entoure tous nos organes dans le ventre et qui les protège. Ou alors, on va même en retrouver à l'intérieur du muscle de l'utérus lui-même. C'est ce que vous voyez sur la droite de l'image. C'est ce qu'on appelle l'adénomiose. C'est une forme très particulière d'endométriose. On parle aujourd'hui d'endométriose superficielle, celle qui reste vraiment en surface du péritoine. On parle d'endométriome, c'est donc le kyste d'endométriose sur les ovaires. Et on parle d'endométriose profonde quand l'endométriose va infiltrer les organes. Alors elle peut infiltrer la vessie, les intestins, le rectum, le vagin. Elle peut même remonter et se positionner sur le diaphragme. Donc tout ça va créer des symptômes divers et variés. Mais ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est que ça va être la diapo suivante. Excusez-moi, j'attends qu'elle s'affiche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que quand une personne a ses règles, les cellules semblables à l'endomètre, elles vont réagir aussi comme si elles étaient dans l'utérus et elles vont se mettre à saigner. C'est ce qu'on a représenté sur le deuxième schéma ici. Vous voyez donc la muqueuse qui saigne avec les règles et vous voyez les petites lésions d'endométriose dans le ventre, elles saignent aussi. Elles réagissent aux hormones. Donc à chaque fois qu'une personne a ses règles, dans le ventre, ça saigne aussi, ça crée des hémorragies, des micro-hémorragies bien évidemment, hein. Et surtout ça va créer des douleurs, un climat extrêmement inflammatoire qui peut être délétère aussi à la fécondation, mais extrêmement inflammatoire et qui va avoir un impact direct sur les organes. Vous voyez, on va avoir ici l'ovaire qui va commencer à se rétracter parce qu'il va y avoir au fil des cycles des adhérences qui vont se former, puisque dans le sang, il y a un petit peu de colle qu'on appelle la fibrine, qui va attirer les organes entre eux, ça va se coller, et on retrouve dans les formes sévères d'endométriose des ovaires, par exemple, qui sont complètement repliés sur la trompe, elles-mêmes repliées sur l'utérus, collées contre l'intestin, collées contre la vessie. Et là, on peut comprendre tous les troubles, tous les troubles associés et toutes les douleurs que cela peut provoquer. Et donc, ça m'amène à vous parler des symptômes. Alors, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est qu'on ne connaît pas aujourd'hui la cause de l'endométriose. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile à prendre en charge et que c'est une maladie complexe qui reste méconnue aujourd'hui, qui reste un mystère pour le corps médical, parce qu'on ne connaît pas vraiment son origine. Il y a plusieurs théories qui pourraient expliquer l'endométriose. Elles sont assez complexes, elles sont décrites sur notre site internet. Si cela vous intéresse, je vous invite à aller la lire. Mais en tout cas, c'est vrai que la majorité des médecins expliquent cette présence par le reflux menstruel qui fait qu'on retrouve du sang et donc des cellules semblables à l'endomètre dans l'organisme. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une seule théorie qui peut expliquer les différentes atteintes, les différentes localisations de l'endométriose, et c'est bien ce qui rend sa prise en charge difficile. Donc les symptômes, j'ai dit tout à l'heure, dans 70% des cas, c'est la douleur. La douleur, bien évidemment, pelvienne, hein, puisque c'est la première des zones qui va être touchée. Douleur pelvienne, douleur lombaire, parce que tout cela communique. Il y a des nerfs qui sont communs entre le bas du dos, le bas du bassin et le ventre. Il y a des dysménorrhées. Les dysménorrhées, ce sont les douleurs qui arrivent vraiment pendant les règles. Il y a la dyspareunie. La dyspareunie, c'est la douleur pendant les rapports sexuels. La dysurie, c'est la douleur à la miction, la douleur quand on va faire pipi. La dyschésie, c'est la douleur pendant la défécation. Ça, ce sont des symptômes, les principaux symptômes de l'endométriose. Associé à cela, bien évidemment, une fatigue qui devient chronique, parce que la douleur, si au départ, elle débute avec les règles, elle va finir par s'étendre dans le temps. Et bien, il arrive bien souvent que des personnes atteintes d'endométriose souffrent 20 jours par mois. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, dans 30 à 40% des cas, l'infertilité est provoquée par l'endométriose, avec le syndrome des ovaires polykystiques,
qui est une autre pathologie, l'endométriose constitue l'une des principales causes d'infertilité. Donc, tous ces symptômes, ils doivent alerter le médecin. Si le médecin connaît un tant soit peu l'endométriose, il doit se dire que ça l'amène à suspecter l'endométriose ou l'adénomiose chez sa patiente. Bien sûr, donc c'est cet interrogatoire qui est important. Quand est-ce que vous avez mal? Comment? À quelle intensité? L'échelle d'évaluation de la douleur, c'est quelque chose que tous les médecins qui travaillent sur l'endométriose utilisent parce que c'est une douleur qui résiste à un simple antalgique, une douleur qui empêche de mener à bien ses activités dans le quotidien n'est pas normale et doit être prise en charge et est fortement évocatrice d'endométriose, une fois bien sûr que tout le reste est éliminé. Bien évidemment, la suspicion d'endométriose, elle va être confirmée par l'imagerie médicale. L'échographie pelvienne dans un premier temps, l'échographie si possible endovaginale pour être au plus près de l'utérus et des lésions. Et puis, bien sûr, si on voit quelque chose à l'échographie, on va dresser une cartographie des lésions avec une IRM. Et encore faut-il que ces examens soient pratiqués par des radiologues qui connaissent la maladie. C'est le principal problème dans l'endométriose, c'est qu'il y a eu jusqu'à maintenant un retard de diagnostic, à côté on l'exprime bien, entre 7 et 10 ans pour certaines, pour avoir un diagnostic d'endométriose. Ça vient en partie du manque de connaissances des radiologues. Les lésions d'endométriose, parfois, elles ne font que 2 mm. Donc c'est vrai que si on ne la voit pas, on peut passer à côté. Et pour autant, cette petite lésion de 2 mm va entraîner des douleurs très invalidantes. J'étais un peu trop vite, pardon. Voilà. Donc, la prise en charge de l'endométriose, les médecins s'accordent à dire aujourd'hui qu'on prend en charge l'endométriose quand elle est symptomatique, c'est-à-dire quand la douleur est vraiment omniprésente, qu'elle empêche vraiment, qu'elle a un impact sur la qualité de vie qui est vraiment important, et tous les symptômes associés. Alors, selon les localisations d'endométriose, ces symptômes vont être très différents. Il va y avoir des troubles digestifs, si on a une atteinte sur le système digestif. On va avoir des troubles urinaires s'il y a une atteinte de la vessie. On peut avoir des pneumothorax s'il y a une atteinte au niveau diaphragmatique. On peut avoir c'est un peu plus rare, mais on peut avoir des endométrioses ombilicales, c'est-à-dire que tous les mois, au moment des règles, on va voir son nombril qui devient rouge, douloureux, et puis qui se met à saigner sans raison apparente. L'endométriose aime bien se cacher aussi sur les cicatrices, et notamment les cicatrices de césarienne. Donc il y a des symptômes, autant de symptômes que de formes d'endométriose. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on dit qu'il n'y a pas une endométriose, mais des endométrioses. Chaque cas est unique, et de ce fait, chaque prise en charge, chaque traitement proposé va être unique. Et le traitement, c'est à la fois une combinaison du traitement médicamenteux pour la douleur, qui peut être un traitement hormonal, chirurgical, associé à ce que j'appelle la boîte à outils, c'est-à-dire les médecines douces, qui sont d'excellents outils en complément du suivi médical pour aider à gérer la douleur au quotidien, à gérer le mieux vivre avec cette pathologie, parce que c'est vraiment ça qu'on cherche à avoir. Alors, l'endométriose, c'est une maladie qu'on qualifie de maladie invisible, qui constitue un handicap invisible parce qu'elle est très invalidante sur le quotidien de millions de personnes. C'est vraiment des millions de personnes qui sont atteintes d'endométriose en France. Pourquoi ? Parce que pendant trop longtemps, on a justement banalisé cette douleur de règles. C'est un peu comme si le vieil adage biblique « tu enfanteras dans la douleur » se résumait chaque mois à « tu auras tes règles dans la douleur et c'est normal ». Eh bien non, la douleur qui empêche d'agir dans le quotidien, encore une fois, elle n'est pas normale. Même si le médecin, beaucoup de médecins ont encore tendance à dire « mais c'est normal ma petite dame, c'est normal de souffrir pendant vos règles ». Non, on a trop longtemps banalisé la douleur et ce qui contribue aussi au retard de diagnostic.
La fatigue physique, parce que la douleur, elle n'est pas que la journée, elle est la nuit aussi, elle empêche de dormir, elle réveille. Cette fatigue physique, elle va souvent entraîner une fatigue morale. Il y a beaucoup de personnes atteintes d'endométriose qui commencent à se sentir déprimées, voire en dépression, à cause de la douleur qui se chronicise, et qui constitue vraiment une souffrance au quotidien. Et puis, c'est une maladie invisible, donc l'entourage parfois ne comprend pas, et la personne qui en est atteinte se retrouve un peu isolée parce que, incomprise de son entourage. Et bien évidemment, le principal impact sur le travail ou sur la scolarité, oui, ça va conduire à l'absentéisme parce que quand une douleur est présente, bien évidemment, c'est difficile de se lever, c'est difficile d'aller au lycée, c'est difficile d'aller au travail. Pour illustrer tout ça, nous avons coproduit un court-métrage qui s'appelle « Toi, mon endo » et qui illustre bien l'impact de l'endométriose sur la vie d'une jeune femme qui en est atteinte. Et je vous propose de regarder maintenant ce court-métrage qui est très parlant et qui va résonner chez de nombreuses personnes atteintes d'endométriose. Je me suis souvent demandé ce qu'aurait été ma vie sans toi. Aurais-je été moins fatiguée, moins cernée, moins blanche, moins inquiète? Ça, carrément. Vous foutez-vous? Non mais vous croyez que je planifie mes arrêts? Foutez-vous, vous soyez cloués dans votre lit le week-end. Ce qui m'intéresse. Aurais-je gardé mon emploi, travaillé différemment ou mieux gagné ma vie? Aurais-je été autrement si tu n'avais pas été là? Vous avez une endométriose. Une simple phrase à 60 € pour expliquer ces heures sans sommeil, ces mois d'angoisse et ces futures années de souffrance. Avais-tu prévu ton coup lors de mes premières règles? Et dans tous ces moments où tu m'as broyé le ventre, tordu le visage et déchiré le dos? As-tu ri de me voir aussi prostrée, suppliant que tout s'arrête pour enfin me laisser un court moment de répit? Ça va pas. Pas du tout. Mais ça vient de lâcher. Une brutalité de chaque mois devenue quotidienne, où parfois même je ne touchais plus terre. Combien de temps pour aller mieux? Combien de médecins, de discours, de traitements, d'hôpitaux? On va trouver. La douleur, c'est dans votre tête. Non mais en fait vous comprenez pas, je suis en train de vous expliquer un vrai problème. Toute cette errance pour enfin te reconnaître et essayer de t'arrêter. Tapis dans l'ombre, tu sais être vicieuse, dans l'attente d'une toute petite faille. Bonjour, Madame Lambert. Une vie de bras tendus, de regards impuissants face à ces silences pesants, quand on ne peut être que spectateur. Combien de choix à faire même dans le simple fait de boire ou de manger? Ne plus pouvoir faire l'amour ou même se toucher. Moi non plus, j'en peux plus. On peut pas sortir le soir, on n'a plus de vie, elle peut pas bosser. 4 petits mots que je me répète encore et toujours. Si tu n'avais pas été là, qu'aurais-je été sans toi? Aurais-je eu des enfants? Combien d'essais? Parfois même de deuil à faire. Cette peur de ne pas tenir bon ou pire, de devoir un jour y renoncer. Mais parce que je suis forte et que je te fais peur à toi aussi. Parce que je suis une femme sur 10, résistante,
souriante, qui se demanderait presque comment tu aurais pu faire ta vie sans moi. Toi, mon Ando, mon amère compagne. Car non, tu ne me définis pas. Et cette bataille, c'est moi qui la gagne. Parce que je suis étendue là, presque endormie pour la énième fois. Parce que je suis celle qui aura tout simplement appris à vivre à tes côtés. Ou mieux, sans toi. Voilà, alors ce film, il est vraiment très parlant. Et je remercie beaucoup Laetitia Daniel de l'avoir réalisé. Ce qu'il faut retenir de ce film, si vous êtes atteinte d'endométriose, c'est que la maladie ne doit pas vous définir, parce que vivre avec l'endométriose, on sait que c'est compliqué, mais en tout cas, toutes les bénévoles de l'association Endo-France sont là pour vous aider à vivre au mieux avec et à trouver des solutions qui vous correspondront et qui vous aideront à y arriver. Alors, ce qu'on a vu dans ce film, je passe la diapo suivante, voilà. Ce qu'on a vu dans ce film, c'est que l'endométriose impacte tous les aspects de la vie, que ce soit de la vie intime, de la vie sociale, mais surtout de la vie professionnelle, enfin également de la vie professionnelle. Rien n'est laissé pour compte avec l'endométriose. Et ce qu'on voit bien, c'est les difficultés pour le travail. Dans le film, elle dit, voilà, enfin, son employeur dit 5 arrêts dans le mois, vous vous fichez de moi. Et elle dit, je ne peux pas planifier mes arrêts. Et c'est vrai. C'est un peu le propre de la maladie chronique, parce que on se lève un matin, ça va, et puis le lendemain, c'est impossible. Se lever relève vraiment demande des efforts considérables et presque c'est difficile. Donc il y a des absences multiples, plus ou moins longues. Et c'est ça qui va créer un véritable problème, que ce soit dans la vie scolaire ou dans la vie professionnelle. Bien évidemment, pourquoi c'est difficile au travail? Parce que d'abord, la douleur, elle peut être constante, parce qu'il y a des troubles associés selon les atteintes. Je parlais tout à l'heure d'atteintes digestives ou d'atteintes urinaires. Ça va être compliqué. Quand on a une atteinte urinaire, on a la sensation d'avoir une infection urinaire quotidienne. Donc c'est très difficile, on a besoin d'aller aux toilettes tout le temps. C'est pas une maladie glamour, l'endométriose. Quand on a une atteinte digestive, on a une alternance diarrhée-constipation. Et là, c'est pareil, on a besoin d'aller aux toilettes souvent. Donc ça peut être un vrai problème sur le lieu du travail en fonction de la configuration, bien sûr, du poste de travail. Être assise ou debout longtemps, plus ou moins longtemps, ça peut être compliqué. Surtout après une chirurgie, la position assise, c'est pas la plus simple, parce que ça vient appuyer sur les cicatrices, parce que ça vient mettre une position qui va figer un peu les organes. Si on travaille debout tout le temps, c'est pareil, ça va finir par tirer sur ces cicatrices et ça va venir ancrer des douleurs qui vont compléter en plus le tableau
le tableau, le schéma douloureux de l'endométriose, des douleurs qu'on appelle neuropathiques, le message douloureux envoyé par le nerf qui va constamment envoyer un message au cerveau qui va dire j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Voilà. Bien évidemment, quand on a des traitements, que ce soit des traitements contre la douleur ou des traitements hormonaux, il peut y avoir des effets secondaires qui peuvent être compliqués à gérer. C'est à la fois des effets qui vont agir sur le physique, hein. On va perdre du poids, prendre du poids, donc il va falloir aussi gérer une nouvelle image de son corps. Et puis, il va y avoir des effets induits comme des migraines, des bouffées de chaleur, un mal-être, voilà, une sensation de déprime. Et puis la fatigue, encore une fois, le manque de sommeil, la fatigue et la fatigabilité, parce que on devient fatigué très vite et une demi-journée de travail peut représenter la fatigue qu'on aurait accumulée au cours d'une semaine si on n'a pas d'endométriose. Voilà. Et ce qui est très difficile à gérer, bien sûr, c'est l'absentéisme, mais aussi le retour au travail, parce que quand on est absente, ça peut être pour de longues périodes et ce n'est pas toujours simple de retourner au travail après cela. On a mené une enquête qui s'appelle Endovie, une enquête qui a été menée en collaboration avec l'Institut de sondage Ipsos, les laboratoires Gédéon Richter qui fabriquent du matériel médical pour les chirurgies et puis les bénévoles d'Endo-France, et puis les adhérents d'Endo-France. On a interrogé 1600 femmes et 65% des femmes qui étaient atteintes d'endométriose affirment que cette maladie impacte leur quotidien professionnel. Alors, quels sont les enjeux de cette pathologie? C'est la difficulté entre se sentir suffisamment en confiance pour dire sa maladie ou la taire. D'une façon ou d'une autre, c'est un choix compliqué. On ne peut pas, bien sûr, prendre de décision à la place de chacune. Tout dépend, bien sûr, de la relation qu'il y a avec la hiérarchie, avec les collègues. Quoi qu'il en soit, si on ne dit rien, on est jugé, on est dans la souffrance, on s'isole. Mais en parler, ça peut aussi entraîner un jugement négatif de la part de l'équipe, parce que c'est une maladie qu'on ne comprend pas, parce que c'est une maladie qui ne se voit pas, parce que c'est aussi montrer sa vulnérabilité. Et ça peut être très compliqué parce qu'on dit que c'est une personne sur 10 avec un utérus qui est diagnostiqué endométriose. Ça veut dire qu'il y en a 9 autres autour qui vont très bien, qui ne connaissent pas du tout ça. Et pour peu qu'on soit la seule dans une équipe, ça peut être très difficile de justifier que pendant les règles, on a besoin de rester chez soi ou qu'on vient d'avoir encore une énième chirurgie et que c'est compliqué de rester assise et que prendre la voiture pour venir au travail, c'est déjà un gros effort. Donc voilà, cette méconnaissance de la maladie va entraîner de toute façon un jugement négatif. On a entendu des témoignages de personnes dire moi, de toute façon, mon employeur m'a dit que j'étais une tire au flanc, que je ne méritais pas de travailler et que mes projets seraient confiés à d'autres, donc aucune évolution de carrière possible, et que si je n'étais pas contente, je pouvais aller voir ailleurs si quelqu'un avait besoin de mes services. Ça, ce sont des témoignages qu'on reçoit. Il y a aussi des témoignages inverses où la hiérarchie se montre très compréhensive, mais cela attise la jalousie des autres membres de l'équipe qui ne comprennent pas ces marques d'attention spécifiques pour une personne qui a juste mal au ventre pendant ses règles. Voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Mais c'est vrai que si on se met à la place de l'employeur, il y a toute une désorganisation professionnelle à gérer due aux absences qui peuvent être répétées. Et même quand elles sont prévues, il faut reporter, par exemple prévu dans le cadre d'une chirurgie, il y a une charge de travail qui, momentanément, le temps de l'absence, va devoir être reportée sur d'autres membres de l'équipe. Et là, même si on essaye d'expliquer, ça peut très mal se passer. Puis bien évidemment, il y a de la frustration à gérer et, comme je le disais tout à l'heure, même de la jalousie. Alors, c'est une autre enquête, cette fois, qui s'appelle Endo-Travail, qui a été menée. Et sur 64% de personnes interrogées, 64% des personnes interrogées ont parlé de leur maladie à leur employeur. Et les réactions, c'est un quart des employeurs
qui ont été attentifs et ont proposé des aménagements du poste de travail, 12% qui ont réagi de manière négative, et parmi ces 12%, il y en a encore 8% qui ont eu des réactions très très négatives au point d'affecter le poste, hein, comme je vous disais, retrait des projets intéressants notamment. Voilà. Alors bien évidemment, il y a quand même des ressources, hein, pour ça. C'est tout d'abord de rencontrer, pardon, je crois que je me suis, voilà, c'est ça, les pistes plutôt, c'est d'abord pour la salariée ou le salarié d'aller rencontrer le médecin du travail. Le médecin du travail, c'est un allié, vraiment. On a trop tendance à penser, j'ai interrogé de nombreux médecins du travail, notamment dans le cadre des groupes de travail que l'on a menés avec le ministère de la Santé, dans le but de définir une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose. Parce qu'enfin, en 2021, le ministère de la Santé a enfin pris conscience que l'endométriose, c'était un véritable enjeu de santé publique. Donc on a beaucoup travaillé pendant 2 mois pour essayer de faire des préconisations sur ce que devait être le parcours de soins, comment aider au diagnostic, financement de la recherche, voilà, toutes ces choses importantes pour comprendre l'endométriose. Et dans le parcours de soins, il y a le rôle du médecin du travail qui est important. Il faut le rencontrer et l'informer. Le médecin du travail, il est, comme votre médecin traitant, soumis à la règle de la confidentialité. Ça veut dire qu'il ne dira pas, sans votre accord, que vous êtes allé le voir et que vous avez demandé à avoir des aménagements de poste. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut vraiment vous aider, et son rôle va bien au-delà de la visite annuelle pour vérifier si vous avez toujours une bonne vue ou si vous n'avez pas trop de tension. Donc, n'hésitez pas à aller voir le médecin du travail. Vous pouvez, après une chirurgie notamment, demander un mi-temps thérapeutique. Ça peut vous aider à retourner au travail en douceur, reprendre pied dans la vie active, réénergéiser votre corps en ce sens. Le mi-temps thérapeutique, c'est une solution pour aussi de la qualité de travailleur handicapé. Parce que là, une fois que vous avez cette reconnaissance, si vous en parlez à votre employeur, il n'y a aucune raison qu'il refuse des aménagements de poste, parce que il faut savoir que l'employeur, tout employeur, a une obligation d'avoir parmi son personnel 6% de personnes handicapées. Alors, je disais tout à l'heure, le handicap, il peut être invisible. Il n'y a pas que les fauteuils roulants. Et c'est vraiment des maladies qu'on n'imagine même pas. Quelqu'un, par exemple, qui fait de l'apnée du sommeil et qui ne dort pas, ça constitue un handicap invisible. Et si sa fatigue est tellement intense qu'il ne peut pas se lever le matin pour aller au travail, ça constitue un handicap. Et donc, il peut être reconnu en qualité de travailleur handicapé. Et l'endométriose, il y a de nombreuses personnes qui arrivent à avoir cette reconnaissance. Et quand ces personnes en parlent à l'employeur, elles arrivent, grâce à l'aide aussi du médecin du travail, à aménager leur poste de travail. Ça veut dire tout simplement parfois avoir une chaise qui va être beaucoup plus souple qu'une chaise de bureau classique, qui va lui permettre justement cette station assise pendant de longues heures. Ça va être par exemple de pouvoir avoir un petit peu plus de souplesse sur les horaires, de rattraper du temps de travail, de pouvoir aller s'allonger dans une salle, dans une infirmerie si ça existe, quand elle a une grosse douleur, le temps qu'un médicament fasse effet. Et voilà, il y a un petit peu de souplesse qui peut être abordée et définie entre le médecin du travail, le salarié et l'employeur. Et puis, il y a beaucoup de personnes atteintes d'endométriose qui envisagent des reconversions professionnelles, notamment quand elles ont un travail qui est physique et qu'elles ne peuvent plus du tout mener à bien. Voilà, et l'employeur, parmi les pistes, c'est effectivement favoriser le mode de travail alternatif. Ça va être par exemple le recours au télétravail. Selon la convention collective, le télétravail, ça peut être quand on habite à plus de X kilomètres quand on travaille à X kilomètres de son domicile. Et bien dans le cadre d'une maladie, ça peut être par exemple négocier une journée par semaine de télétravail, parce qu'une journée, ça va vous permettre de souffler en n'ayant pas de route,
en n'ayant pas de temps de transport. Ça peut vous permettre de souffler, d'être plus efficace d'abord sur votre travail et puis de ne pas perdre d'énergie à tenter de rester debout parce que voilà, si vous avez le matériel adéquat, un ordinateur, vous pouvez travailler semi-allongé dans le canapé, ça ne se verra pas et votre travail sera d'autant plus productif que vous n'avez pas à gérer le transport, etc. Favoriser la potentielle mobilité interne. On a dans les entreprises ce qu'on appelle les bilans professionnels, les entretiens professionnels. C'est l'occasion de dire, voilà, compte tenu de ma pathologie, compte tenu de mes opérations, j'éprouve de plus en plus de difficultés à tenir mon poste de travail. Peut-être que je pourrais me réorienter dans l'entreprise, avoir accès à une formation et puis voilà, essayer de trouver une solution comme ça, avoir des suivis. Et ça veut dire modifier aussi son plan de carrière. Et puis bien sûr, pour l'employeur, c'est favoriser l'inclusion et la diversité. Le handicap, il peut être invisible, on l'a dit tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'actions de sensibilisation en ce sens qui sont menées dans les cadres de la responsabilité sociale, sociétale, environnementale de l'entreprise, le RSE. Et de ce fait, des sensibilisations sont menées justement pour changer le regard à la fois de l'employeur, à la fois des salariés sur le handicap, y compris ce handicap invisible. Et ça, c'est hyper important. Et c'est un peu ce que je fais aujourd'hui, cette sensibilisation. On l'a menée dans différentes entreprises et c'est vrai que c'est toujours très bien accueilli. Et on se rend compte que les personnes qui ne connaissaient pas l'endométriose osent poser des questions et vont finir par aider ces personnes qu'ils ont soupçonnées d'avoir une endométriose ou qu'ils connaissent avec l'endométriose. Donc ça ne peut être que positif de multiplier les séances de sensibilisation en entreprise. Et enfin, pardon, il ne manque une diapo. Voilà, des ressources pour vous aider à tout ça. Tout d'abord, le livre blanc Endométriose et emploi que nous diffusons avec Kyrialis qui est une mutuelle. Et justement, ce livre blanc donne tout un tas de ressources, de pistes, à la fois pour l'employeur et pour le salarié, pour que justement le maintien au poste de travail ou le maintien en emploi puisse se faire dans les meilleures conditions possibles avec une pathologie telle que l'endométriose. Sur notre site, vous retrouvez l'ensemble de ces ressources sur notre site internet dans la rubrique bibliographie. Et il y a notamment le parcours de santé des personnes malades chroniques qui a été rédigé par un collectif d'associations dont EndoFrance. Et vous retrouvez justement les démarches pour la demande de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, toute autre démarche avec les différentes administrations vers lesquelles vous tournez. Et puis un livre publié par EndoFrance, co-rédigé avec des médecins, idées reçues sur l'endométriose. C'est vraiment là, si vous voulez mieux comprendre cette pathologie, en partant des idées reçues qu'elle inspire. Par exemple, nombreux encore sont les médecins ou le public, les personnes atteintes elles-mêmes, qui disent « bah oui, mais avec une grossesse, j'irai mieux et après ma grossesse, je n'aurai plus d'endométriose ». On explique pourquoi c'est faux. Voilà, on part des idées que le grand public peut avoir sur cette pathologie et on apporte des réponses toujours validées scientifiquement. Voilà, j'en ai fini de ma présentation. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Merci beaucoup Yasmine, c'était très très riche. Alors je vous invite vraiment à aller voir le site internet EndoFrance. On peut y passer des heures. Voilà, moi j'ai pas mal navigué. Il y a énormément de choses très intéressantes. Alors quelques questions dans le chat. Que vous pouvez poser vos questions. Alors on n'a qu'une heure, donc on va essayer de répondre au maximum de questions. Mais évidemment, vous pourrez poursuivre évidemment vos recherches sur le site ou en contactant évidemment l'association EndoFrance. La première question vient de Karine. Elle est intéressante. C'est pour faire déjà comment conseiller les femmes pour faire poser le diagnostic. Et c'est aussi montré dans l'un des films. C'est la difficulté de faire reconnaître cette maladie par certains médecins. Comment réussir à avoir les examens nécessaires. Karine nous dit trop de médecins prennent encore ce sujet à la légère. Voilà. Donc, comment faire C'est vrai. Le diagnostic. C'est très vrai malheureusement. Alors, heureusement, ça va tendre à changer parce que de plus en plus de médecins se forment à l'endométriose, sont sensibilisés par des experts. Et du coup, j'ose espérer
avec tout le travail qu'on a fait auprès du ministère aussi, notamment sur le parcours de soins, sur les filières de soins, que ça va permettre de réduire ce délai de diagnostic. Il faut se tourner vers les bénévoles EndoFrance parce que nous avons donc 120 bénévoles répartis sur toute la France. Ça veut dire que quelle que soit votre région, il y a une bénévole EndoFrance qui saura vous orienter vers un médecin qui connaît l'endométriose et qui saura poser le diagnostic et vous orienter aussi vers les radiologues qui seront en mesure de poser ce diagnostic correctement. Donc, le plus simple, c'est d'aller sur le site internet EndoFrance, contacter les bénévoles et puis elles vous orienteront. Voilà, merci beaucoup. Vous êtes en train de voir en ce moment donc, le site internet vous aurez toutes les informations. Yasmine, vous l'avez évoqué, des questions autour de la RQTH, des questions aussi autour de l'affectation longue durée. Voilà, bien que ça ne soit pas dans ces affectations longue durée, est-ce qu'il y a une possibilité de faire reconnaître l'endométriose dans ces affections longue durée? Oui, tout à fait. Alors effectivement, l'endométriose de base n'est pas couverte par l'affection longue durée. Il y a une liste de 30 maladies, ça s'appelle l'ALD 30 de ce fait, qui ouvre droit à l'affection longue durée. Au jour d'aujourd'hui, il est possible d'obtenir une reconnaissance en ALD hors liste, c'est-à-dire en ALD 31. Il faut que le médecin, c'est généralement le médecin traitant qui fait le dossier, détaille vraiment votre parcours, si vous avez eu des chirurgies, si vous avez des traitements en cours. Il faut vraiment détailler tout cela. Et il ne faut pas, par exemple, simplement qu'il écrive endométriose. Ça ne sera pas assez pour accorder cette ALD. Il faut vraiment détailler chirurgie, traitement en cours, etc. Et ça vous permet d'obtenir l'ALD 31. De nombreuses femmes y arrivent. C'est vraiment, alors, c'est encore une fois au cas par cas. Ça fait partie des demandes qui ont été formulées par des associations au cours de ce travail avec le ministère de la Santé. On attend impatiemment de savoir si l'ensemble des préconisations seront retenues. C'est Emmanuel Macron en personne qui devrait faire des annonces prochainement sur le sujet. On verra bien. Mais en tout cas, en attendant, n'hésitez pas à faire cette demande hors ALD. Elle est tout à fait possible. Si votre médecin vous dit que non, insistez bien en disant que si. Elles sont nombreuses, les personnes qui arrivent. Et si jamais vous essuyez un refus la première fois, il ne faut pas hésiter à mieux formuler la demande en détaillant vraiment votre parcours. Alors, on en parle sur le site internet aussi. Ouais. Alors justement, peut-être, comme vous êtes déjà intervenu dans des entreprises, peut-être que vous avez vu, vous, des démarches innovantes. Est-ce qu'il y a des choses à mettre, Gilles me demande, est-ce qu'il y a des choses à mettre dans un accord handicap? Est-ce qu'on peut passer par un accord égalité homme-femme aussi pour y mettre des mesures? Vous avez déjà en partie répondu avec certaines mesures comme un jour de télétravail. Est-ce qu'il y a des mesures comme ça qui peuvent être prises? Vous avez vu des expériences que vous avez, sur lesquelles vous avez eu des témoignages qui disent ça, on a mis ça en place dans mon entreprise, ça a vraiment facilité ma vie, moi souffrant d'endométriose. Vraiment, la première des choses, c'est la sensibilisation que l'on fait pour l'ensemble d'une entreprise, parce que ça donne une justification quelque part morale aussi à la personne. Vous voyez, les témoignages, c'est vous m'avez mal jugé, mais en fait, j'ai une vraie pathologie et on vous montre à quel point elle peut être impactante sur mon quotidien. Et là, la personne déjà se sent reconnue dans son statut de malade et autorisée à dire je suis absente parce que j'ai une vraie pathologie. Ça déjà, ça change énormément le regard. Ensuite, effectivement, on a rencontré des managers qui nous ont dit avoir été vraiment à l'écoute et autoriser le télétravail alors que leur convention collective met bien que le télétravail est exceptionnel et si la personne réside à plus de 30 ou 50 km de son lieu de travail. Et là, ils n'ont pas hésité à faire un avenant en disant, compte tenu de votre pathologie, vous avez la possibilité de télétravailler 2 à 3 jours par mois. Bien sûr, ça reste limité, mais c'est toujours 2 à 3 jours pendant lesquels la personne peut souffler, et ça, c'est important. Et ces petites choses qui commencent, on peut espérer que derrière, d'autres choses vont en venir. Mais c'est très récent, encore une fois. Alors, il y a un témoignage d'Agnès qui est assez troublant, ce qui dit qu'elle n'arrive pas à trouver de travail à cause de l'endométriose et que même les institutionnels n'ont aucune réponse ou solution à apporter. Est-ce qu'il vous arrive dans l'association de rencontrer des gens qui sont mal au point de ne pas pouvoir exercer d'activité professionnelle?
Oui, et c'est vrai qu'elles finissent généralement par entamer une reconversion professionnelle pour pouvoir travailler de chez elles, en freelance par exemple, sur un domaine, de chez elles, pour pouvoir gérer leur douleur. C'est en fait la maladie qui va dicter leur possibilité de travail. Elles sont nombreuses à faire cela. Alors c'est vrai que c'est difficile parce que quand on est auto-entrepreneur dans un domaine quelconque, on n'a pas forcément autant d'aide qu'en étant salarié dans une entreprise lambda. Mais elles préfèrent ce choix parce qu'au moins elles n'ont pas à se justifier si vraiment un matin elles ne peuvent pas se lever. Et puis elles s'organisent comme elles veulent. Si elles ont souffert toute la journée, elles travailleront plutôt le soir si elles ont des échéances, mais au moins voilà, elles s'organisent comme elles veulent. Mais c'est vrai qu'on a aussi vu des employés, des salariés nous dire j'ai été mise à la porte parce que trop d'absence, c'est difficile pour moi, je suis un peu désespérée. Ouais, tout existe malheureusement. Malheureusement, tout existe. Oui, parce que justement, Émilie dit, ah bon, on peut mettre fin à un contrat de travail pendant un arrêt maladie. Malheureusement, oui. Malheureusement, il y a quelques clauses enfin, quelques mentions dans le droit du travail, en effet, qui permettent ce genre de possibilités, voilà, qui doit évidemment rester exceptionnelles, comme on s'en doute, mais c'est malheureusement possible. Il y a une question aussi intéressante de Rachida qui demande, elle, qui travaille au niveau des régions, se dit comment sensibiliser les régions. Là, on n'est plus aux dimensions d'entreprise, on n'est plus au niveau de l'individu, on est vraiment au niveau de la région. Comment sensibiliser les régions pour la reconnaissance RQTH? Voilà, comment on peut faire? Alors, spécifiquement pour la reconnaissance RQTH. Oui. Alors, les régions, de toute façon, aujourd'hui, elles sont forcément... Alors, région, ça veut oui, conseils régionaux, j'imagine, ou l'agence régionale de santé. Les agences régionales de santé sont forcément impliquées dans la mise en œuvre des filières de soins pour l'endométriose, donc elles connaissent déjà la problématique. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Les régions, il ne faut pas hésiter, si vous avez des contacts, soit à nous les transmettre de façon à ce que nous, on aille leur écrire en leur envoyant des affiches, des dépliants pour qu'ils puissent en prendre connaissance et les diffuser déjà au sein de leurs différents services. On peut intervenir aussi en sensibilisation. Mais les régions aujourd'hui sont censées connaître l'endométriose via les agences régionales de santé. Aussi, on intervient auprès des établissements scolaires. Donc ça aussi, pour les lycées, ça dépend des régions. Donc, beaucoup commencent à entendre parler de l'endométriose. Mais là, encore une fois, il y a la problématique du bénévolat. On ne peut pas tout faire. Donc, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à nous les transmettre ou à orienter ces personnes vers nous pour qu'on entame des actions de sensibilisation. D'accord, merci. Alors, une question aussi, je remonte sur une question tout à l'heure là, qui nous a aussi évidemment interpellé, c'est Brigitte qui la pose, c'est étant donné le long délai de diagnostic, on peut supposer qu'il y a plus de 10% de femmes touchées. Aujourd'hui, non, oui. Point d'interrogation. Non, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on dit bien que c'est 10% des femmes qui sont diagnostiquées et non pas touchées. Parce que on pose le diagnostic chez une femme sur 10, chez une personne atteinte sur 10. Mais ça veut dire qu'il y en a potentiellement 2 à 3 qui sont atteintes et en attente de diagnostic. C'est pour ça que les chiffres qui circulent, à mon sens, sont minimisés. Pour moi, c'est vraiment 3 millions de femmes qui seraient potentiellement atteintes. J'ai lu c'est une question là, voilà, je me permets aussi de poser des questions. J'ai lu sur votre site internet, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais que j'ai lu que l'endométriose est arrivée très tard dans le programme des étudiants en médecine. Oui, tout à fait. Il faut savoir que jusqu'à 2020, les étudiants entendaient parler d'endométriose 20 minutes sur leurs 7 années d'études. C'est pas étonnant qu'un médecin généraliste, parce que quand l'endométriose commence souvent à l'adolescence, on va voir le médecin généraliste parce que c'est le médecin de famille, parce que voilà, et lui, oh ben non, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant les règles. On comprend bien qu'avec 20 minutes de cours en 7 ans sur l'endométriose, il puisse passer à côté du diagnostic. Ça a été notre principale demande
vers les pouvoirs publics et vers le ministère de la Santé depuis notre création. Depuis 2005, on sollicite les pouvoirs publics sur ce thème de la formation des médecins. Il a fallu attendre 15 ans, puisque c'est en septembre 2020 que le décret qui annonce l'intégration de l'endométriose dans les études médicales de second cycle interviennent. Ça veut dire que depuis janvier 2021, les premiers vrais cours sur l'endométriose par des experts de l'endométriose ont été donnés. Ce qui veut dire qu'il faudra attendre encore quelques années avant que ces étudiants exercent, voilà, et qu'il est urgent, encore une fois, et c'est vraiment ce qu'on demande au ministère depuis longtemps, c'est qu'il est urgent d'agir auprès des médecins qui sont en exercice à l'heure actuelle et qui n'ont pas reçu cette formation. Alors bien évidemment, tous les experts ne restent pas les bras croisés, il y a de plus en plus de congrès, de conférences, d'enseignements qui sont réalisés par les experts pour les professionnels de premier recours, c'est-à-dire les généralistes, les sages-femmes, les gynécologues de ville, pour qu'ils diagnostiquent mieux, sachent prendre en charge ou orienter vers des spécialistes quand la maladie est déjà trop évoluée, trop avancée pour eux. Donc ouais, ça à la fois c'est une très bonne nouvelle qu'enfin ce soit reconnu, mais j'ai envie de dire, on est en 2021, quoi. Il était temps. Une question intéressante aussi, comme toutes les questions, d'Alice, qui a 23 ans, donc qui souffre d'une endométriose, qui a fini son master et qui va chercher du travail. Et donc, elle se demande si elle doit en parler à son entretien, est-ce qu'elle peut demander 100% télétravail. Voilà, donc elle en vient même à se demander si elle ne va pas elle se voit pas se lancer en freelance, hein, mais voilà, donc c'est une question reconnaissante, voilà, des conseils en fait pour aborder une recherche d'emploi quand on a une endométriose, en parler ou pas, on revient un peu à la discussion de tout à l'heure. Ce qui est très important, quel que soit l'âge d'ailleurs, c'est surtout d'arriver à bien stabiliser sa maladie et de bien se connaître pour pouvoir anticiper ce qui va se passer, anticiper les crises et avoir les outils qu'il faut pour gérer. Ça veut dire stabiliser sa maladie, ça veut dire déjà voir si on sait exactement quelles sont les localisations et quels sont les points gênants, quels sont les symptômes qu'on a vraiment, est-ce que c'est du digestif, du vésical, est-ce que c'est juste, alors attention, il ne faut pas le prendre parce que ce sont des douleurs de règles, voilà. Quelles sont nos atteintes? Ça va permettre de savoir comment je dois le gérer. Est-ce que j'ai des médicaments qu'il le faut pour ça? Est-ce que j'ai mis en place des outils comme la sophrologie, l'auto-hypnose qui me permettent de souffler quand la crise arrive? C'est en fonction de ça et de ce qu'on est capable de supporter qu'il faut se lancer et se dire, voilà, j'ai obtenu mon emploi. Est-ce que maintenant j'ose en parler? Ça dépendra aussi de la relation qui s'instaure avec l'autre, avec l'employeur notamment, avec les équipes. Moi, je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, la sensibilisation, elle est vraiment partout. Même si on ne sait pas exactement ce qui se cache derrière l'endométriose, on sait que c'est une maladie qui existe et qui est prise au sérieux. Donc, je pense que plus on en parle, il ne doit plus y avoir de tabou aujourd'hui avec cette maladie. Et en parler, c'est aider toutes celles qui n'osent pas, justement. Donc, je pense que l'essentiel, c'est de gérer sa maladie pour pouvoir faire face. Et puis ne peut-être pas se lancer dans un emploi qui va surpasser nos capacités physiques, en fait. Tout à fait, oui. On en parlait tout à l'heure, on l'a vu dans le petit film aussi, qu'il y avait des actions de prévention auprès des lycéens. Vous intervenez aussi auprès des collèges, demande Maria? Oui, tout à fait, parce que même si c'est peut-être un peu tôt, alors pas en 6e bien évidemment, mais à partir de fin de 4e, 3e, parce que là, on vient semer les petites graines pour l'avenir, justement. Pour dire tout ce qui sera normal ou pas un peu plus tard. Voilà. Donc oui, bien sûr. En tout cas, voilà, ce qu'on doit vraiment retenir, nous, je dirais même pour les militants CFDT qui sont en ligne aujourd'hui, c'est en tout cas déjà faire de la sensibilisation. Et je pense que c'était le but, en tout cas, de ce webinaire, de faire connaître et aussi de faire connaître dans les entreprises. On a souvent dans les grosses entreprises des référents handicap, voilà, de monter des actions de sensibilisation dans des réunions, des webinaires, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas déjà à contacter
vos référents handicap dans les grosses structures. Et puis, je pense que c'est notre mission à nous, aussi militants, celle d'État entreprise, de faire connaître cette maladie et d'essayer de négocier des accords, que ce soit handicap, égalité pro, télétravail, d'autres accords, en tout cas, qui peuvent faciliter la vie des personnes atteintes d'endométriose. Yasmine, un mot de la fin ? Peut-être. Eh bien, je dirais, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Et puis, votre principale action de prévention à tous, c'est déjà peut-être de diffuser en entreprise nos affiches, comme celle que j'ai derrière moi, qui va interpeller forcément quelqu'un. Parce qu'une personne sur 10 est diagnostiquée, 2 à 3 sont potentiellement atteintes, donc ça va interpeller quelqu'un. Si vous avez une infirmerie, n'hésitez pas à la mettre à l'infirmerie. Si vous êtes dans des collèges ou dans des lycées, nous avons des affiches spécialement pour les jeunes qui disent non, on n'est pas trop jeune pour avoir une endométriose. Voilà, il y a juste cette action de sensibilisation. Et maintenant que vous avez reçu cette sensibilisation, vous êtes à même d'aider une personne que vous allez rencontrer. Une personne sur 10, ça veut dire que vous en avez forcément une autour de vous qui est atteinte et qui ne le sait peut-être pas. Donc, vous allez pouvoir l'aider. Merci beaucoup. Merci Yasmine de nous avoir donné de votre temps pour parler donc de cette maladie qui est encore mal connue, comme vous l'avez dit. J'invite vraiment tout le monde à aller sur le site internet donc d'EndoFrance pour avoir plein d'informations, plein de contacts possibles. Je vous invite aussi à communiquer sur ce webinaire, donc qui sera disponible sur notre chaîne YouTube CFDT Cadre, qui sera aussi, je pense, disponible peut-être sur le site d'EndoFrance. Voilà, on va en discuter, et qui sera aussi, qui pourra être vu sur notre chaîne Webikeo. Yasmine, encore merci beaucoup pour votre temps, et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.